Décrypter et analyser les sujets qui meublent la presse, c'est l'objet de ce plateau qui vous est offert tous les lundis, mardis, mercredis, jeudi et vendredi entre 9h et 9h50. Madame, Monsieur, merci d'être avec nous une fois de plus ce matin. Pour ce début de semaine, d'abord les titres parus en kiosque ce matin. À la une de la nouvelle expression, crise sociopolitique, Sokudju déshabille le renouveau. Le roi des Bamenju, dans une abondante communication, convoque à la fois l'histoire des luttes de libération, les manœuvres des Français dans le processus de l'indépendance, le mode de passation du pouvoir entre Haïti et son successeur constitutionnel, les espoirs profondément déçus du régime Biya avec sa gouvernance catastrophique pour appeler les Camerounais de tous bords à œuvrer pacifiquement pour que le changement qui est rendu irréversible ne provoque pas de déflagration du Cameroun. L'article est à retrouver en page 6 et 7 de la nouvelle expression ce matin. La nouvelle expression qui évoque également l'administration territoriale, fin de mandat pour des préfets, une rallonge qui leur a permis de passer entre 2 et 9 années supplémentaires en fonction arrive à échéance aujourd'hui, dit le journal. Conseil de discipline RDPC esquive les gros poissons. La commission Moussonguet, qui se tient à Yaoundé depuis une semaine, a ignoré les grands militants, entre guillemets, qui avaient foulé au pied la circulaire du président national, indique ce matin la nouvelle expression qui est en kiosque. À la une du quotidien Le Messager ce matin, Garoua, des engins explosifs interceptés. La cargaison en provenance du Nigeria a été saisie samedi 29 août, indique le journal. L'article est à retrouver ce matin dans Le Messager, en page 9. Bafin, le hold-up foncier qui s'écoule à chefferie. L'article est à retrouver en page 10 du journal. Prise de position, la Meufouya Famba vole au secours d'Amougou Belinga, indique ce journal en pied de une ce matin. À la une de l'Œil du Sahel, insécurité à Damawa, les Mororo perdent 1060 bœufs en 6 mois. L'article est à retrouver en page 6 du journal. Tout comme le journal indique ce matin dans la Benoué, Garoua se prépare aux inondations. Et puis à Maroua, une centrale solaire de 15 MW annoncée. Ce sont les principaux titres à la une ce matin de l'Œil du Sahel qui est paru ce matin. À la une ce matin du quotidien privé Mutation que vous retrouvez également en kiosque dans le cadre des parutions de ce matin. Mutation évoque ce matin année scolaire 2020-2021, le point d'interrogation, le système de mi-temps envisagé par le gouvernement pour prémunir les élèves contre le coronavirus est porteur d'incertitude. Le journal vous propose l'article en page 11 ce matin et puis en pied de une, résistance, Kamto veut ratisser large. Bancomo, SOS Centre Technique de la Confédération Africaine de Football. Ce sont les unes de mutation ce matin. Émergence est en kiosque à la une nord, 205 engins explosifs improvisés saisis. C'est la plus grosse saisie jamais opérée au Cameroun dans le cadre de la mission spéciale de la douane Al-Koumi. Ce qui s'est passé réellement, le journal vous le propose en page 9 ce matin. À la une du quotidien privé Le Jour, tué chez un sous-préfet à Kribi, les obsèques de Lydien Tabac sous haute tension. Le quotidien Bleu vous propose un reportage de son envoyé spécial à Kribi et Lorbatindi et Lobatal Mouanko dans la Sanaga maritime où la jeune amante du sous-préfet de Lukunji a été inhumée ce week-end. Et puis à la une de intégration, la CEMAC, financement de l'intégration, la CEMAC étranglée par les États. Le journal indique ce matin que sur un budget de 56 milliards de francs CFA pour l'année 2020, les États membres ont versé 14,5 milliards de francs CFA de contribution sur 6 mois de fonctionnement. Entre janvier 2018 et août 2020, les 6 pays membres de l'institution communautaire accumule près de 73 milliards de francs CFA d'impayés de cotisation. C'est à la une du journal Intégration qui est paru ce matin. Confidentiel est en kiosque ce matin à la une mairie de Nkonsamba 3e. Yvonne Eidi au centre d'une cabale après avoir désillusionné ses détracteurs qui voulaient
que le RDPC perde de la face devant l'opposition. L'actuel édile de Konsamba 3e fait une fois de plus face à ses ennemis qui ne semblent pas vouloir jeter l'éponge. Mais avec l'énergie d'un forcené, elle est déterminée à sortir cette ville de l'ornière, indique ce matin Confidentiel à sa grande une ce matin. Entrepreneur est en kiosque ce matin, la une septentrion. Le sous-développement économique à qui la faute, se demande le journal. Dossier à retrouver des pages, aux pages 8, 9 et 10 du journal Entrepreneur ce matin. Voilà quelques parutions dans les kiosques ce matin. Madame, Messieurs, nous sommes en plateau comme tous les matins avec nos confrères pour analyser et comprendre ces unes de la presse. D'abord, Bernard Batanda, bonjour, bienvenue. Bonjour Donald Biskamgen. Bonjour Thierry Niopé. Bonjour à tous les téléspectateurs de la revue de Grande Une. Permettez-moi, avant d'entrer dans le vif du sujet, dire un bonjour particulier à tous les fidèles de la paroisse Saint-Jean de Dédo qui ont vu le prêtre, le père Tefon Jude mourir samedi. Que son âme repose en paix. Le week-end de la paroisse Saint-Jean-d'Edo qui est décédé, non pas pendant une messe, mais qui a été victime de malaise. Il est bien décédé à l'hôpital Padre Pio d'Aquanor. Samedi, il était 16h. Très bien. Ce n'est pas au cours d'une comme semblent le dire les réseaux sociaux. Thierry Niopé est avec nous. DP, bonjour. Bonjour Donald Boyce, bonjour également Bernard Batanda à qui je renvoie la politesse. Bonjour aux téléspectateurs de la revue des Grandes Unes que je retrouve avec beaucoup d'emphase et d'entrain ce matin. Merci d'être avec nous, chers confrères. Alors, la une de la Nouvelle Expression ce matin, crise sociopolitique, fausse au coup de jour, déshabille le renouveau. Bernard, on est habitué à ces sorties, j'allais dire, tonitruantes du chef supérieur des Bamandjou. Alors, c'est un chef supérieur aux sorties plutôt iconoclaste. Iconoclaste parce que c'est un combattant de la première heure. Il ne faut pas oublier que Sokoudjou Jean Rameau, c'était un combattant. C'est un ubéciste parmi ceux qui sont les militants de la première heure. Donc, lorsqu'il fait une sortie de ce genre-là, qui est un pamphlet, je crois que c'est à raison. Où il fait un état, pratiquement un bilan du renouveau, avec un recul dans l'histoire sur les luttes pour les indépendances, un clin d'œil sur la lutte des UPCistes. Et on le sait que dans la région de l'Ouest, c'était les dernières poches de résistance de l'UPC. C'est là où on a vu mourir les Tankenoué, les Makandaput et les autres. Dans la région de la Sanada maritime, on a vu mourir les Yena, les Baéoum, Nyobe et consorts. Donc il a fait un rappel historique de la lutte pour les indépendances. Et il est revenu, il parle de gouvernance catastrophique du renouveau. Bon, ça engage le chef traditionnel. Il sait de quoi il parle. Mais ce qui est plus important, dans sa sortie, c'est qu'il faut éviter une transition qui s'accompagne avec une déflagration sociale. Moi, je pense que comme chef traditionnel, et au moment où on parle beaucoup plus de transition, au moment où on parle d'alternance au pouvoir, je crois que cette sortie, cette fin de sortie est salutaire. Et il a fait un clin d'œil, je crois que c'est Mutation qui est revenu là-dessus, où il a dit que quand tu ratisses l'âge, c'est-à-dire que c'est dans le même sillage de la fin de règne, comme on le dit dans les milieux politiques, pour dire que quand tu ratisses l'âge. Et on a vu les interventions de deux sommités de la science, à l'instar du professeur Kamto et du professeur Famendongo, qui ont parlé de transition. L'un a mis en garde le chef de l'État par rapport aux élections qui arrivent. Moi, je pense que le débat est là et il est sur la place publique. Le professeur Famendongo, comme le professeur Maurice Kamto, sont des sommités de la science. Et c'est eux qui doivent nous éclairer par rapport à la gestion de la cité.
Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour qu'il y ait une gestion équitable de la cité, au-delà des joutes oratoires, au-delà des piques qu'on se donne ci et là. Moi, je pense qu'il est temps que les sommités comme ça, qui entraînent et qui ne sont pas à la traîne, doivent nous montrer le chemin. L'un a parlé que Maurice Kamto c'est un illuminé. Moi, je dis non. Les deux sont des illuminés parce qu'ils ont atteint les cimes de la science. Ils sont éliminés parce qu'ils doivent entraîner toute une population, tout un peuple. Et il faut dire, pour terminer, qu'un adversaire politique ne saurait être un ennemi personnel. Vivement que ces illuminés, que ces éminents scientifiques nous amènent sur le droit chemin. Thierry Nyopé, je vous donne quelques fragments de cette abondante déclaration du roi Sékou. Je dors sans dormir, je me demande chaque jour où va ce pays, je me demande s'il n'y a pas une malédiction qui hante ce pays, se demande le chef traditionnel. Oui, il faut souligner, Bernard l'a suffisamment dit tout à l'heure, que le chef Sékou, Sa Majesté sait exactement de quoi il parle. Je vous rappelle que c'est un monarque qui règne sur son royaume depuis pratiquement 67 ans, parce que c'est depuis le mois de février 1953 qu'il est là. À ce niveau, on saurait parler d'alternance. C'est vrai quand même que le mot alternance est à la sortie de la bouche de beaucoup de Camerounais ces derniers jours. Mais il faudrait bien, parce qu'on a vu ce débat dans les réseaux sociaux, il faudrait bien faire la différence entre une chefferie, entre un royaume et un État. Pour l'instant, le chef d'État, Paul Biya, est à la tête d'un État. Et le principe d'alternance suppose des élections par la voie démocratique, effectivement, et alors que dans les royaumes, le principe, c'est la succession. Donc, il ne faut pas regarder ces 67 ans de règne à la tête de cette chefferie comme un gage de stabilité, d'immobilisme. C'est simplement l'héritage que nous ont laissé nos parents. Pour ce qui est de sa sortie, où il souligne qu'il a comme l'impression qu'il y a une malédiction qui plane dans notre pays, c'est simplement parce que, vous savez, il y a beaucoup de nos ancêtres qui ont laissé leur vie pour la quête de l'indépendance de ce pays. Et je vous rappelle qu'il a été de ces combats-là. Il y était, il a la tête de sa chefferie avant les indépendances. Il a beaucoup donné du sien. Et aujourd'hui, on se pose bien des questions. Est-ce que le sang de toutes ces personnes qui ont été tuées dans le cadre des luttes pour des indépendances a quelque peu souillé le Cameroun au point où aujourd'hui on se pose des questions? Est-ce qu'il fallait commencer déjà par un rappel historique pour que ceux qui dirigent ce pays se remettent justement dans les mains du Seigneur pour, pourquoi pas, purifier tout ce qui a été fait jusque-là? Est-ce que les luttes coloniales ont un impact sur ce que nous vivons au Cameroun? Je pense que pour moi, il s'agit de l'histoire. Il est davantage question, Bernard l'a dit tout à l'heure, de questionner les questions d'actualité. Est-ce qu'à travers ces questions d'actualité-là, le Cameroun se porte bien? Non. Quand vous regardez les images qui ont été diffusées, publiées notamment par certains journaux, comme l'Entrepreneur, vous voyez bien qu'il y a des endroits au Cameroun où il ne fait pas bon vivre du tout. Quand vous questionnez la crise anglophone, vous vous rendrez compte que ce n'est pas nécessairement une malédiction postcoloniale qui dérange le Cameroun, mais c'est également le fruit de la mauvaise ou de la malgouvernance, il faut le dire ainsi. C'est la raison pour laquelle d'autres journaux, notamment Mutation, sont revenus sur ce débat sur l'alternance au Cameroun entre la sortie du professeur Maurice Kamto et celle du professeur Jacques Famendongo, qui est un cadre du RDPC, le professeur Maurice Kamto étant le président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Alors quand on questionne toutes ces actualités-là, on a mille et une raisons de nous poser des questions, parce que tous les Camerounais aspirent au bien du Cameroun. Aujourd'hui, on est en phase. On parle de plus en plus d'élections régionales. Est-ce que ces élections régionales se tiendront dans le contexte que nous vivons actuellement, où la crise anglophone peine à être solutionnée, où la reconstruction des parties anglophones, le nord-ouest et le sud-ouest a pris du plomb dans l'aile? Est-ce que les problèmes sécuritaires du côté de l'Est avec les rebelles de la Séléka, du côté du Grand Nord,
avec les envolées de Boko Haram. Alors, quand on questionne tout cela, je crois qu'on devrait aller au-delà de la sortie de Sa Majesté Sékou-Touré. Il faut y être les pages de l'histoire depuis les indépendances jusqu'à ce jour. Quel est ce pays où un député est élu par 50 fonctionnaires, se demande-t-il, et dans ces conditions, vous voulez organiser des élections régionales, de qui se moque-t-on finalement? Est-ce que ces communications d'autorité traditionnelle, ces communications qui sont de plus en plus importantes, elles sont nécessaires? Mais bien sûr, l'autorité traditionnelle, au-delà des religieux, c'est une entité morale qui veille quand même sur les chefferies traditionnelles, on ne le dira jamais assez, occupent une place de choix dans le développement de nos cités. C'est vrai qu'avec la modernité, on a comme l'impression que ces sociétés sont en train d'être défragmentées, déstructurées, mais elles ont un rôle assez important dans l'édification de la société, dans le traçage même de la voie ou de la voie qu'on devrait suivre. C'est pour cette raison que les élections régionales occupent une place de choix et impliquent davantage ces chefferies traditionnelles. C'est la raison pour laquelle ils se posent des questions. Est-ce qu'on devrait aller, comme je l'ai souligné tout à l'heure, dans ces élections dans le contexte camerounais actuel où la crise anglophone n'a pas été solutionnée, où d'ailleurs il le dit, quelques personnes ont été élues députés, pas du fait de la majorité, donc non pas la légitimité nécessaire pour pouvoir parler au nom de la cité, parce que ceux qui ont été élus au nord-ouest et au sud-ouest n'ont pas toute la légitimité possible, parce qu'il y a quand même des milliers de déplacés qu'on enregistre dans ces parties du pays. Donc, il se pose des questions. Est-ce qu'on doit aller vers des élections régionales dans ce contexte-là? Est-ce qu'on doit aller dans ces élections quand on sait que certains partis politiques, c'est vrai, que d'aucuns ont accusé cette stratégie, n'ont pas participé à des élections législatives et municipales à cause de ces conflits que nous dénoncions tout à l'heure, Boko Haram au nord-ouest, dans la partie septentrionale, la crise anglophone au nord-ouest et au sud-ouest, et même à l'est avec les incursions des rebelles de la Seleka. Est-ce qu'on peut parler d'élections dans ce contexte? Elle se pose des questions et c'est légitime. Je crois que le débat est à ce niveau. Il faudrait qu'on se la pose davantage, et nous l'avions toujours dit ici, le plus important c'est de solutionner davantage la crise anglophone et toutes les autres crises qui secouent actuellement le Cameroun. Bernard, en deux mots, est-ce qu'il sera entendu? Oui, c'est un monarque qui sera entendu. Et dans le cadre d'une république, moi je pense qu'il a posé un problème très important, celui des élections. Il faut dire que dans une république, les instruments qui mènent au pouvoir devaient être équitablement partagés. Je veux dire quoi? Je veux dire qu'on devait avoir une loi électorale qui résiste à la contestation. Parce qu'il faut comprendre que le RDPC, qui est au pouvoir aujourd'hui, est appelé à être demain dans l'opposition. Et par conséquent, il faut qu'ils commettent sur pied des lois qui demain ne vont pas être l'objet de contestation. Moi, je pense que c'est de cela qu'il est question. Aujourd'hui, la question fondamentale est celle de savoir est-ce que dans le cadre actuel, les élections, les régionales peuvent être possibles? Oui. Ça peut être possible, mais est-ce qu'on va sortir une crédibilité dans ces élections? Parce qu'il ne suffit pas d'aller aux élections, mais il est plus important d'être élu suivant les règles de l'art. D'accord. On va évoluer avec l'administration territoriale à la une en oreille de la nouvelle expression fin de mandat pour des préfets, une rallonge qui leur a permis de passer entre 2 et 9 ans supplémentaires en fonction arrive à échéance ce jour. Thierry Nopert, il y a cette liste de 23 préfets que publie ce matin la nouvelle expression. Ces préfets qui sont censés aller en retraite ce 31 août, après avoir bénéficié d'une rallonge de 3 ans à 9 ans pour certains. Vous comprenez ces rallonges du mandat de certains préfets? Mais il faudrait comprendre que ce sont des rallonges qui dépendent de la seule signature du chef de l'État. Il peut décider de continuer à rallonger justement leur bail à la tête de ces différents départements-là. Il a certainement les raisons
il sait pourquoi il le fait, surtout que nous sommes dans un contexte assez particulier. Vous avez, on en a parlé tout à l'heure, on est en train de préparer les élections régionales, qu'on le veuille ou pas, même comme certaines personnes pensent que c'est un discours qui ne passe pas. Ces préfets qui sont à la tête de ces départements contrôlent quand même, jusqu'à preuve de contraire, l'élection au Cameroun est gérée non pas seulement par élection de Cameroun, par RLCAM, mais également par l'administration territoriale. Et le bras séculier de l'administration territoriale sur le terrain, ce sont ces préfets-là. Donc, tant que nous vivons cette situation-là, moi, je suis convaincu qu'il peut y avoir un décret qui proroge une fois de plus le bail. Je n'en serais pas surpris du tout d'ici à la fin de cette journée pour rester en adéquation avec les tests, parce que je sais, le président Biya a assez à cheval là-dessus. Donc, il trouvera nécessairement un moyen pour rééquilibrer les choses. Et quand bien même, je crois, l'administration est une continuité, quand on arrive quand même, je vous rappelle que quand vous mettez le nom à la tête d'une fonction, d'un poste, surtout à un même endroit, vous sclérosez, vous n'êtes plus capable d'apporter un plus. Donc il faudrait peut-être penser au renouvellement de cette classe-là. Il y a des sous-préfets qui piaffent d'impatience depuis un certain nombre de temps. On peut peut-être, à partir de là, les promouvoir à la place de ces préfets-là qui sont, en fait, dans le bail, en principe, dans la fin de leur bail devrait en principe arriver à expiration. Aujourd'hui, on espère justement que soit il y aura un galop, un sursaut d'orgueil du chef d'État qui nous permettrait d'avoir de nouveaux sous-préfets, pourquoi pas promus préfets et de nouveaux secrétaires d'administration promus sous-préfets. Il peut y avoir un chamboulement à ce niveau, mais je continue à croire quand même que cela risque de ne pas être le cas, parce que les élections qui arrivent peuvent davantage permettre à ces hommes, on les appelle comme ça des chefs de terre, de mieux contrôler l'organisation des élections, surtout que ces gens ont déjà eu à gérer un certain nombre de dossiers relatifs à ces élections-là. Ben, vous qui analysez les actes présidentiels depuis plusieurs années, qu'est-ce qui explique ces rallonges? Quels sont les mobiles, les faits qui permettent au chef de l'État de dire tel préfet va en retraite, tel autre reste en fonction? Quels sont les éléments qui motivent ces rallonges? De prime abord, ils n'ont pas un mandat. Ils n'ont pas reçu un mandat populaire. Les préfets sont tout simplement nommés. Et ils dépendent du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. C'est lui et lui seul qui sait à quel moment il peut nommer telle personne à tel poste. Malheureusement, pour ceux qui écrivent dans le journal, c'est ça. C'est cela. Bon, maintenant, il y a une forte demande de renouvellement de la classe politique, que ce soit la classe administrative. Moi, je pense que avec tout ce qu'on a comme éminence grise, on pouvait penser que lorsqu'on a atteint, et comme le signale le journal, l'âge de la retraite, qui n'est pas une sanction du tout, on devait aspirer à un repos bien mérité. Mais en face, c'est ceux qui sont proches du pouvoir, ils disent que effectivement, on tient compte de tous ces paramètres, mais on procède par dose homéopathique. Voilà la réponse qu'ils donnent. Ils disent que bon, il y a des jeunes préfets, il y a des jeunes sous-préfets, il y a des jeunes ministres, qu'on leur laisse le temps de procéder par ces doses par adulte. Voilà comment on répond à cette question. Mais moi, je continue à dire que voilà, quand on a atteint l'âge de la retraite, on devait aller à la retraite. Très bien. Pour laisser place, parce que oui, le gouvernement comme l'administration, c'est un renouvellement permanent. D'accord. On va poursuivre avec la une de Le Messager ce matin. Garoua, des engins explosifs interceptés. La cargaison en provenance du Nigeria a été saisie samedi le 29 août. Thierry Ignopé, cette cargaison de 200 paquets de ces cargaisons, de ces engins explosifs, rappelle ces récurrences des explosions ces dernières semaines à Yaoundé. Au-delà de Yaoundé, vous avez oublié que justement la partie septentrionale continue à subir ces explosions-là.
la semaine dernière encore, on en parlait. Mais il faut quand même saluer la bravoure de ceux qui sont chargés, notamment du contrôle de nos postes frontaliers, certains agents de la douane qui parfois sont accusés. C'est l'opération Aldo Commerce illicite, Alcomi, zone 3 à Garoua. Voilà, donc parfois on les accuse à tort, à raison, mais toujours est-il qu'au moins pour cette fois-ci, on peut mettre la main sur une importante cargaison qui aurait pu, pourquoi pas, se retrouver au-delà de Garoua dans d'autres métropoles du Cameroun, notamment Yaoundé et même Douala. Donc on ne peut pas accuser directement, on ne peut pas faire le lien entre les explosions que l'on enregistre du côté de la capitale politique et ce que nous avons, ce qu'on a pu intercepter du côté de la partie septentrionale, notamment du côté de Garoua. Mais continuons, je l'ai toujours dit, hein, nous devons tous, la sécurité du Cameroun n'est pas seulement l'apanage des hommes en tenue, que ce soit des douaniers ou des militaires ou les autres corps, mais c'est l'apanage de tout le monde. Tout le monde devrait s'impliquer dans la protection justement du corps social, parce que c'est pour cette raison qu'on a toujours parlé de renseignement prévisionnel. Il faudrait, quand on a une information, la mettre à la disposition de ceux qui sont censés mieux l'exploiter pour protéger les personnes et les biens. Je ne peux que féliciter ceux qui ont mené cette opération-là. Vivement que la vigilance soit davantage de mise. La prise a eu lieu, Bernard, dans la localité de Pakété, qui est située dans l'arrondissement de Demsa, dans la région du Nord. C'est à quelques kilomètres du Nigeria voisin. Les éléments de la douane sont à féliciter dans ce cas? Oui, il faut vraiment féliciter les éléments de la douane pour s'inquiéter. Il faut les féliciter pour s'inquiéter de cette prise. Parce qu'au-delà de ce qu'ils ont fait, au-delà du factuel, il faut aller au-delà. Imaginez-vous que ces engins-là ont pu entrer dans notre territoire national. Imaginez-vous les dégâts que ces engins-là auraient créés. C'est extrêmement grave. Parce que il faut aller au-delà. Moi, je pense qu'on ne devait pas s'arrêter à la simple saisie. Il faut aller, il faut qu'une enquête sérieuse soit ouverte pour connaître les tenants et les aboutissants de cette affaire. Parce que c'est une affaire grave. 200 engins explosifs, vous vous imaginez quels dégâts ça pouvait créer. Mais non, moi je pense qu'au-delà de cette prise importante, au-delà de cette prise importante, il faut qu'une enquête sérieuse soit ouverte pour que d'autres engins ne cherchent pas à entrer. Voilà. Je rappelle que le gouverneur de la région du Nord, Jean Abatédi, a interdit la circulation des voitures de type Starlet. Je rappelle que ces engins ont été dissimulés dans une voiture de type Starlet et en provenance du Nigeria. On va poursuivre ce matin avec la une du quotidien Mutation qui s'intéresse ce matin à l'éducation avec à sa une année scolaire 2020-2021. Le point d'interrogation, le système de mi-temps est envisagé par le gouvernement pour prémunir les élèves contre le coronavirus est porteur d'incertitude. Vous comprenez l'inquiétude de Mutation, Thierry? Au-delà de Mutation, mais l'inquiétude des parents d'élèves que nous sommes, quand on questionne ce que nous avons vécu avant la fin de cette année scolaire où les enfants n'ont pas mené leur année jusqu'à terme. Je vous rappelle que deux trimestres seulement ont été respectés. Le troisième, les enfants l'ont pratiquement passé à la maison. Et je vous rappelle en même temps que les cours de vacances ont été interdits sur l'ensemble du territoire national. Et ces enfants, beaucoup pour certains, sont restés à la maison en train de se tourner les pouces pendant au-delà de ces 2 mois-là. La rentrée est supposée reprendre, où l'école est supposée reprendre, je crois, le 5 octobre. Et déjà qu'on se pose des questions. Comment on va gérer cette rentrée scolaire? Est-ce que le problème de la mi-temps va régler définitivement le problème de la contamination? Est-ce que le problème se trouve même exclusivement au niveau de la contamination? Est-ce que la Covid-19 est un prétexte pour régler un certain nombre de choses? Parce que, entre-temps, au niveau du ministère de la Santé publique, on parle bien de l'évolution des choses. Aujourd'hui,
on a appris, que ce soit de Monseigneur Cléga ou du ministère de la Santé publique, que le coronavirus a été presque anéanti au Cameroun et que des dispositions sont prises au-delà de la sécurité qu'on continue à demander aux uns et aux autres, au-delà de toutes ces initiatives-là. Je crois quand même que nous devions davantage nous poser mille et une questions. Qu'est-ce qui sera concrètement fait? Est-ce que les parents d'élèves qui vont payer cette scolarité-là ne courent-ils pas le risque de voir une fois de plus d'années scolaires être bâclées? Il faudrait en principe que le ministère des enseignements secondaires apporte, et même de l'éducation de base, apporte toutes des réponses autour de cette question-là, parce que nous sommes à un mois de cette reprise des classes-là. Entre-temps, beaucoup de parents, vous le savez, à cause de la pandémie de la Covid-19, ont perdu leur emploi. Beaucoup de chefs d'entreprise ont été obligés de délester ou parfois même, pour éviter justement ce délestage, réduire les salaires parfois du personnel à moitié. Qu'est-ce qui sera fait? Est-ce que les pensions seront maintenues au même coût? En réalité, il y a beaucoup de questions que nous posons. Et on espère que d'ici à la mi-septembre, on aura des réponses à ce niveau. Bernard, vous ne direz pas un mot sur cette rentrée. Je vous invite plutôt à commenter la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Le quotidien Cameroun Tribune cite ce matin, la machine est lancée. Le journal évoque cette signature d'une convention de partenariat entre une entreprise coréenne et le gouvernement camerounais pour ce projet. Vous y croyez? Les conditions sont réunies? Ce sera réussi? Oui, il faut vraiment croire, parce que c'est une action citoyenne. Il faut vraiment croire. Et c'est d'autant plus important que c'est 1300 milliards qui vont être injectés. Injectés. Mais le plus important, c'est que, effectivement, que ceux qui n'ont pas accès aux soins de santé accès, parce qu'il ne faut pas qu'on dise que bon, c'est la couverture universelle. Parce qu'il y en a, les having, ceux qui sont de la high society, ont accès aux soins de santé. Pendant que les having not meurent de hernie. Très bien. Donc il faut commencer par cela. Il faut commencer par couvrir ceux qui meurent de hernie. Et je pense que lorsque on aura réussi à couvrir ceux qui meurent de hernie, ceux qui n'ont pas la nivaquine, ceux qui n'ont pas le paracétamol, on aurait réussi. Il ne faut pas que ça commence par le haut. Il ne faut pas qu'on fasse comme on fait. D'habitude, on dit logements sociaux. Et lorsqu'on dit logements sociaux pour les petites bourses, c'est plutôt les havines qui s'en accaparent. Voilà la réserve que nous pouvons faire par rapport à la couverture santé universelle. Vous lirez la une de l'entrepreneur ce matin, Septentrion, le sous-développement économique. À qui la faute, se demande le journal. Confidentiel titre sur la mairie de Douala de Konsama 3e et Yvonne Yidi au centre d'une cabale. Thierry, on peut un mot sur cette affaire? Oh non, la réalité c'est que ce sont des conflits de compétences, parfois d'intérêts, et on veut simplement empêcher parfois aux édiles de mener à bien leurs actions. Mais ce sont des querelles en interne, notamment malheureusement au sein du Rassemblement démocratique peuple camerounais, qui entachent le bon fonctionnement parfois de ces exécutifs municipaux. Madame, Monsieur, merci d'avoir été avec nous ce matin. Nous vous retrouvons demain, mardi pour la deuxième de la semaine. Restez sur les antennes d'Equinox Télévision. À demain.